On n'utilise pas cet acronyme. Enfin, moi personnellement et puis les personnes avec qui on travaille, on n'utilise pas ce terme-là. On va plutôt peut-être parler d'alcoolodépendance ou de troubles de l'usage liés à l'alcool. Parce que l'alcoolisme a quand même une notation très péjorative et négative. La première chose peut-être à dire, c'est que c'est une maladie. C'est pas juste une question de volonté. En fait, c'est un dérèglement au niveau du cerveau, du circuit de la récompense qui ne fonctionne plus correctement. Ça veut dire qu'on a une consommation d'alcool qui va être excessive, qui va être répétée et qui va être incontrôlée. La notion d'envie irrépressible qu'on appelle craving, alors il n'y a pas vraiment de mot français, mais c'est ça, c'est l'envie irrépressible et incontrôlable d'aller consommer de l'alcool en ce qui nous concerne. À partir du moment où on perd le contrôle, justement, c'est-à-dire quand on n'arrive plus à gérer, à se limiter. Bon, pour les personnes vont nous dire, quand on pose qu'est-ce que vous consommez, ils vont nous dire bah, je consomme comme tout le monde. Alors c'est quoi effectivement, c'est peut-être ça la question, c'est quoi comme tout le monde. Et nous on ramène effectivement à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et à ses normes. C'est pas plus de 2 verres standards par jour, pas tous les jours, et pas plus de 4 verres standards en une seule occasion. L'unité d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool. C'est ce qu'on va nous servir dans un restaurant. C'est un verre de vin entre 10 et 12 centilitres. Ça va être un whisky, mais tel que servi dans un bar. Pareil, le Ricard, ça va être à la bulle, à la dose. C'est une bière, mais une bière 4 degrés, 25 centilitres, c'est une unité d'alcool. Tout ça, c'est 10 grammes d'alcool. De se dire que si on n'arrive pas à rentrer dans ces normes-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qu'on a un peu des difficultés à faire les choses. Ça peut entraîner de la fatigue, des troubles du sommeil, des états dépressifs, en tout cas voilà, des perturbations un petit peu au niveau du comportement, des troubles de la mémoire, de la concentration. Ça peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, ça peut avoir plein de conséquences, des cancers. Voilà. Et toutes ces pathologies, tous ces troubles en fait nous montrent que l'alcool elle va partout, dans toutes les parties du corps. Il n'y en a pas une qui est épargnée, et donc en fait ça peut toucher pratiquement tous les organes. Si ça va partout dans le corps, chez la femme enceinte, ça passe aussi à la barrière placentaire. Et le bébé en a des conséquences. De manière globale, c'est que l'alcool, à long terme, elle va réduire l'espérance de vie de plusieurs années. Les idées reçues en Bretagne, le cidre, c'est pas de l'alcool. La bière pour faire augmenter la lactation chez une femme allaitante. Non, non, ça, la bière, c'est de l'alcool. La différence entre prendre de la levure de bière comme un médicament et prendre de la bière. Le whisky, c'est bon pour les artères. Ou un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, ça protège de la démence. Beaucoup plus pratico-pratique, je vais prendre une bonne douche et je vais dormir et du coup après j'aurai plus d'alcool dans le sang. Non, la douche on peut en prendre, c'est bien de prendre une douche mais ça va pas changer le taux d'alcoolémie. Et le bon repas aussi. Le bon repas. Ouais. J'ai bien mangé donc ça va faire moins d'effet l'alcool sur moi. Chez une femme, je peux boire la même dose que mon mari. Et en fait, tout simplement, les femmes, on n'absorbe pas l'alcool de la même manière. Donc non, à dose égale, on n'aura pas forcément la même alcoolémie à la sortie. Si je bois un whisky dans un bar, c'est plus fort qu'une bière. Oui, et stop tout. Ouais. Ça fait descendre le taux d'alcool. Non, c'est pas vrai. Ah oui, non, mais je croyais que tu disais ça. C'est une blague. Aussi, la croix bleue aussi. Oui, la croix bleue et les stop tout, ouais, c'est ça. Donc prendre des petits bonbons comme ça. Ouais, c'est juste des bonbons à la menthe. Il y en a, ils avaient toujours ça dans leur voiture. Exactement. En contrôle d'alcoolémie, voilà, en disant le bonbon, ça va faire baisser mon taux d'alcoolémie. Ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est quelque chose que les patients peuvent nous rapporter. J'ai peut-être un problème avec l'alcool, mais je ne suis pas alcoolique. D'où non-utilisation de ce terme-là, nous, dans nos pratiques. Parce qu'ils ont cette image de l'ivrogne, entre guillemets, populaire, qui va boire son litre de vin ou ses 2-3 litres de vin par jour, ou la bière, ou tout ça. Mais oui, on peut être concerné à avoir une consommation problématique. Quelqu'un qui ne peut pas faire la fête, par exemple, sans alcool, ou qui va consommer tous les week-ends et qui va attendre le week-end avec impatience pour pouvoir justement consommer et, entre guillemets, lâcher les vannes. Oui, il a une consommation qui est problématique. Quand on va avoir besoin de prendre de l'alcool pour aller vers les autres, pour se donner de l'entrain, quand on va boire de l'alcool dès le matin, pour aller travailler par exemple. Des gens qui vont boire mais systématiquement jusqu'à l'ivresse, qui ne vont pas savoir se limiter en fait. Chez les jeunes, c'est ce qui est à la mode. Le binge drinking. C'est un phénomène qui a déjà plusieurs années, c'est de boire très vite beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool. Ouais. Sur un temps très court, et du coup c'est
prendre le deuxième, le troisième, le quatrième verre avant même d'avoir eu les effets du premier. Et du coup, ça fait des comas éthyliques assez rapides. Enfin, depuis quelques temps, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a un service dédié uniquement aux jeunes consommateurs de 12 à 25 ans qui sont dans les premières consommations. Et donc, c'est des rendez-vous qui sont très rapides. Moins de 10 jours, moins de 15 jours avec, pour un premier rendez-vous, que ce soit sur Saint-Malo ou sur Dinan. C'est spécifique pour les premières consommations. Et Alcool et pas que. Non, enfin toute addiction, une substance. Déjà peut-être pour faire le point, juste peut-être se rendre compte de qu'est-ce qu'on consomme comme alcool, est-ce qu'on a des difficultés à s'en passer, un meilleur teint. Les personnes qui vont consommer chroniquement de l'alcool, beaucoup plus lumineuse. Chez les jeunes, ça peut être moins de problèmes de peau, ça peut être plus dynamique aussi, un peu plus d'énergie. Des économies. Être un peu plus OK avec soi-même, c'est-à-dire se sentir un peu mieux dans sa peau. Concernant les consommations d'alcool, à partir du moment par contre où on décide d'arrêter totalement les consommations, on récupère quand même rapidement la courbe de mortalité classique. Sans arrêter complètement, mais en redescendant, enfin en diminuant sa consommation et en rentrant dans les critères préconisés par l'OMS, déjà on a un gain au niveau de la santé. Il y a des améliorations rapides et puis des améliorations un peu plus sur le long terme, mais voilà, c'est assez flagrant. Je commencerai par dresser un petit bilan un peu de ses consommations. C'est-à-dire l'inviter éventuellement à noter ce qu'il consomme et à quelle fréquence, combien de verres par jour ou par semaine. Un petit bilan de son comportement vis-à-vis de l'alcool. Je pense se fixer des petits objectifs et juste voir si on est capable de les tenir ou pas. Et déjà, si on se rend compte qu'on est en difficulté, ça interroge. Déjà, le fait de se poser la question, c'était déjà la première démarche. C'était déjà un premier pas. Peut-être de pouvoir en échanger, parce que souvent, on est peut-être seul avec ses consommations. Ça ne veut pas dire qu'on boit tout seul, mais seul avec ce qu'on a comme ressources. Et si on pose la question aux autres, les autres peuvent nous ramener des autres choses intéressantes. C'est vrai que quand tu commences, tu t'arrêtes pas. Et on discute avec des professionnels, avec le médecin traitant qui est souvent en première ligne. Éventuellement chez les ados, ça peut être l'infirmière scolaire. D'avoir un adulte de confiance, un adulte de référence. On fonctionne sur des consultations, donc après c'est les patients eux-mêmes qui prennent les rendez-vous. Il faut que ce soit une démarche de la personne. C'est vraiment personnel. C'est pas un membre de la famille qui va dire voilà, mon mari ou mon fils a un problème avec l'alcool et du coup je souhaite prendre rendez-vous par la problématique avec l'alcool. Et après on les accompagne sur des temps de consultation. On est une équipe d'infirmières et de médecins. Après on travaille souvent en binôme, c'est-à-dire que le suivi se fait souvent à deux, quelques rendez-vous avec l'infirmière et puis après on oriente au moins sur un temps avec le médecin et puis voilà. Il y a plusieurs structures d'addictologie. Là on est en train de vous parler plutôt des consultations externes qui sont sur l'hôpital, sur le site même de l'hôpital. Si c'est l'entourage qui appelle, on prend en charge aussi l'entourage. L'entourage peut être reçu dans une consultation qui lui est propre, avec des professionnels qui sont différents de ceux qui prennent en charge la personne. Il y a les services des consultations externes qui sont sur l'hôpital, donc on y travaille toutes les deux. Et on a nos collègues qui travaillent sur le site du Rosé, qui est celui de SAPA, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ils prennent en charge toutes les addictions avec une pluriprofessionnalité plus importante. Puis après, on a bien sûr des services d'hospitalisation. L'unité d'hospitalisation d'addictologie, elle est sur le site de Dinan, puisqu'on est territorialisé. Et il y a aussi un XAPA sur le site de Dinan. Et les interventions l'équipe de liaison, on va passer nous dans les services à la demande des unités ou à la demande des patients si ces patients sont déjà suivis et ont besoin qu'on refasse le point avec eux. Souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de pousser la porte, de prendre le rendez-vous et de s'y présenter. Après, nous, c'est vraiment un accueil dans le non-jugement. Ça fait vraiment partie de... On accueille la personne avec ce qu'elle est capable de nous apporter, avec ses objectifs personnels. Voilà. Respect de l'anonymat aussi, de l'écoute et de l'orientation. On va dire qu'il faut juste tenter en fait, sans se mettre de pression, mais juste essayer, voilà. Voir ce que ça donne et si c'est difficile, justement là peut-être se dire qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, peut-être des choses à rectifier, donc à corriger dans le cadre de vie. Mais essayer déjà c'est important et se dire que si c'est pas en janvier, ça peut être en février, en avril. Pourquoi 4 semaines Le mois sans tabac c'est 4 semaines, le Dry January c'est 4 semaines. Tout simplement parce que pour qu'un changement de comportement devienne une habitude, c'est à peu près le temps moyen qu'il faut pour faire changer les choses au niveau neuronal. C'est-à-dire qu'au bout de 28 jours, on a des nouvelles connexions qui sont faites. Et ça c'est valable pour tout comportement, toute habitude. Et on peut aussi télécharger sur internet des agendas de consommation papier, c'est-à-dire que voilà, ça va mettre en lien. Ça peut être des groupes d'autosupport, il va y en avoir sur le site du défi de janvier, rejoignez la communauté. Donc les groupes d'autosupport c'est important, ça peut être les lignes anonymes, tout simplement, les lignes nationales.
Ben, déjà, ça veut dire que la personne, elle en a parlé. Donc, ça a ouvert le dialogue et c'est déjà important. Des consommations de fin de journée, si jamais il y a de la famille, en entourage soutenant ou des enfants, ben, se dire on transforme ça en temps de jeu familial ou en temps de sortie. Enfin, voilà, réinvestir le temps de consommation autrement. Peut-être que l'idée, c'est aussi de se dire les défis, la communauté est importante. Donc le fait de la communauté, qu'elle soit très grande, anonyme ou très petite et liée à la cellule familiale, bah, si on le fait tous ensemble, ça serait plus facile. Soutenir, ça peut être aussi de faire, parce que c'est bien pour tout le monde.